Martial Zebelinga va prendre place à côté de moi, c'est notre invité. Il s'agit d'un économiste et sociologue camerounais. Il est auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages, les derniers en date, l'ouvrage collectif Sortir l'Afrique de la dépendance monétaire, à qui profite de francs CFA, discours et le deuxième, Indépendance, discours sur le colonialisme après la colonie. J'ai sollicité son expertise parce qu'il me semble que dans le tumulte du débat sur la crise migratoire, il est beaucoup question de l'Afrique subsaharienne, de son explosion démographique et de la menace qu'elle représenterait pour l'identité de l'Europe. Il m'a semblé qu'il y avait une certaine forme de schizophrénie en ce qui concerne les projections sur l'Afrique et son avenir. Les jours pairs, c'est le nouveau relais de la croissance mondiale, la terre de toutes les opportunités et l'avenir de la francophonie. Les jours impairs, c'est une sorte de menace fantôme qui menace de nous submerger. Mais la situation économique des différents pays du continent, de ce grand continent, leur insertion dans l'économie mondiale de nos jours, tout ça n'est pas toujours considéré avec sérieux. Et je pense que Martial Zebelinga, qui est à côté de moi, pourra nous aider à mieux aborder cette complexité. Mais avant ça, regardons ce petit montage vidéo qui témoigne d'une véritable obsession. Et ensuite, il y a une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Le grand défi, le grand défi de l'Europe, c'est l'Afrique. C'est ça. C'est-à-dire, toutes les solutions qu'on peut inventer, nous allons y revenir aujourd'hui et demain, elles sont nécessaires et il faut les mettre en œuvre. Mais il ne faut jamais oublier qu'en 2050, demain, l'Afrique aura doublé sa population, 2 milliards d'habitants. Donc la pression migratoire, même si en Afrique il y a aussi des investissements économiques, ça va mieux, il y a une classe moyenne, il y a des richesses, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté, il y a les réfugiés climatiques, il y a les guerres, il y a des problèmes de santé, et puis les gens vont vers le nord, parce que le nord est plus riche que l'Afrique. Donc il faut avoir ça en tête. Ensuite, il faut des mesures immédiates. On les connaît. La France n'arrête pas depuis des années de faire des propositions. D'abord, ce sont enfin la protection de nos frontières communes. Les Syriens, ce n'est que la 15e nationalité, bien après d'autres nationalités. Bien sûr, on a des Afghans, mais les Ivoiriens sont bien devant les Syriens. Les Albanais. Les Albanais, bien sûr, les Nigériens. Les Algériens, aujourd'hui, plus 26% de demandes d'asile algérienne depuis le début de l'année, plus 35% pour le Mali, plus 68% pour les Ivoiriens, alors qu'on parle aujourd'hui du décollage économique de la Côte d'Ivoire avec des taux que la France envierait en termes de dynamisme économique. Alors, Martial Zebelinga, vous êtes avec moi sur le plateau. Ça a été un peu hard, les transports. On est en région parisienne et ça peut nous bousculer un peu. Mais bon, voilà, c'est le direct, ce sont les aléas du direct. Et je pense que les sociaux et tous ceux qui nous écoutent le comprennent, surtout ceux qui vivent en région parisienne ou dans les grandes villes. Merci. Bref, vous avez suivi ce petit zapping. Et qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette obsession démographique liée à l'Afrique globalement? On va entrer dans les détails de l'économie africaine et ses réalités, mais avant, vous avez entendu ces prises de parole politiques. Le dernier, c'était le patron de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Qu'est-ce que vous en pensez? Aussi longtemps qu'on remonte dans l'histoire et dans les discours sur l'Afrique, je crois que la première particularité, c'est le fantasme. C'est toujours quelque chose d'assez fantasmatique, c'est soit la barbarie, soit la sauvagerie, soit l'invasion. Il y a rarement un discours posé qui essaye de comprendre un peu la réalité des choses. Voyez-vous, il n'existe aujourd'hui pas de pays dits développés sans avoir un minimum de densité démographique. C'est-à-dire que si vous prenez l'Europe, vous avez au moins 100 habitants au kilomètre carré. Si vous prenez les États-Unis, c'est un peu particulier parce que c'est très grand, il y a des déserts, etc. Mais dans la majeure partie des pays dits industrialisés, il faut un minimum de densité d'habitants au kilomètre carré pour amortir des investissements lourds. Cette densité, l'Afrique ne l'a pas. C'est-à-dire que quand il y a eu 4 siècles de traite négrière, donc des millions d'Africains qui ont été déportés du côté atlantique, mais également du côté de l'océan Indien, eh bien l'Afrique a perdu énormément de sa population.
Et c'est déjà une performance que les Africains aujourd'hui reviennent progressivement à une densité de population qui enfin rendra viable sa société. Ce n'est pas possible aujourd'hui de vivre et d'amortir des investissements lourds, des investissements sur des infrastructures par exemple, avec une densité d'habitants de 2-3 habitants au kilomètre carré comme ça existe dans certaines régions ou au Niger, etc. C'est vrai, on me dira, c'est très grand aussi. Donc la densité de population africaine, la démographie africaine aujourd'hui est une excellente nouvelle. A priori, parce que c'est une des conditions qui permettra en réalité une viabilité de nos sociétés, des sociétés africaines et donc des sociétés du monde. Alors, vous avez parlé de l'industrialisation, de la fameuse industrialisation. Or, l'Afrique est la zone du monde la moins industrialisée et en fait, sans être vraiment industrialisée, elle se désindustrialise déjà. Donc, j'aimerais vraiment qu'on parle de la question de la valeur ajoutée captée par l'Afrique dans le commerce mondial. Et pour cela, en fait, j'ai fait appel à quelques graphiques, regardez-les bien. Le partage de la valeur d'une barre de chocolat, donc vous avez pour la Côte d'Ivoire 10,84% pour les paysans ivoiriens, 41,19% pour les supermarchés et 40,65% pour les grandes marques et les négociants. Donc ça, c'est la première infographie que je voulais qu'on regarde. Voilà la deuxième qui va bientôt commencer. Alors, ce sont ces paysans-là qui ont 10% de la valeur du prix du chocolat. Ils vivent en dessous du seuil de pauvreté puisque le revenu mensuel moyen d'un paysan en Côte d'Ivoire est de 28,5 €, alors que le revenu vital minimum mensuel est de 35,66 € et encore en zone rurale et quand on a enlevé beaucoup de choses qui pourraient paraître totalement importantes comme la sécurité sociale, etc. Voilà les tarifs douaniers en fait de l'Union européenne. Le grain de café n'est pas taxé quand il entre en Europe, 0%. Le café décaféiné, c'est déjà 9%. Le café torréfié, 7,5%. La fève de cacao, donc brute, n'est pas taxée, mais les tablettes de chocolat sont taxées à 30%. Est-ce que, quelque part, ces chiffres-là ne traduisent pas la difficulté d'industrialiser un continent qui, quand même, reste un réservoir de matières premières et que l'économie globale, avec ses mécanismes, avec ses lois, maintient dans ce statut de réservoir de matières premières? Je pense que les exemples sont explicites et ils sont absolument intéressants, ils sont édifiants. Mais il faudrait qu'on se donne une vision avec un peu plus de recul et plus globale de ce que c'est que l'économie africaine, ce que sont les économies africaines. Les économies africaines, depuis au moins le 19e siècle déjà avant, sont essentiellement un satellite des économies occidentales. C'est-à-dire que quand vous raisonnez en disant ce sont des exportations africaines, vous omettez une chose. En fait, ce sont des approvisionnements de l'Europe pour l'Europe. Donc l'Europe ne va pas taxer ses approvisionnements, puisque c'est avec ses approvisionnements qu'elle va réaliser sa propre valeur ajoutée. Et si vous lisez la réalité africaine aujourd'hui dans ce sens-là, en fait, tout est absolument logique. Et la seule chose qui peut se produire dans ce modèle-là, qui est un modèle en fait de poursuite coloniale après la colonie, eh bien la seule chose qui peut se réaliser, c'est, j'ai envie de dire, des accidents. C'est-à-dire que sur une phase de 30 ans totalement accidentelle, parce qu'elle ne dépend pas de l'Afrique, la Chine a eu des taux de croissance à 2 chiffres. Et ces taux de croissance ont tiré les cours des matières premières vers le haut. Donc mécaniquement, on a eu l'impression qu'on avait de la croissance en Afrique. Mais en réalité, c'est les cours des matières premières qui, eux, dépendent beaucoup plus, en tout cas sur cette période-là, de l'industrialisation chinoise. Donc il n'y a pas en réalité, dans le modèle actuel, il n'y a pas de possibilité de sortie, il n'y a pas de possibilité de changement. C'est pour ça que d'une part, il faut sortir de la vision de Africa Emerging, le continent tantôt de l'avenir, tantôt le continent... libérale. La vision libérale, mais c'est plus qu'une vision libérale. En réalité, je crois que le paradigme du néolibéralisme, il est valable, mais il n'est pas suffisant. En réalité, c'est un paradigme de prédation. C'est-à-dire qu'on a des économies de prédation sur lesquelles l'ensemble des économies industrialisées, depuis très longtemps, vous savez, au XVIIIe siècle, la première monnaie en or en Angleterre s'appelait Guinée. Guinée pendant plus d'1 siècle. Parce que c'était l'or de Guinée. C'est avec l'or de Guinée qu'on a eu les premières monnaies avec de l'or en Angleterre. Ça veut dire qu'en fait, tout le Mandingue, toute la région du Ghana, pendant des siècles, en fait, a abondé les économies occidentales d'or. Et on n'est pas sorti de cette détermination, malgré les grands discours, malgré les grands dispositifs. Au contraire, les dispositifs type préférence généralisée de l'Union européenne, c'est simplement pour rendre possible, dans un dispositif contractualisé, le fait que l'Afrique approvisionne l'Europe
en matières premières et il y a une très grande attention de l'Europe pour l'approvisionnement en matières premières. C'est-à-dire que si vous lisez les expertises de l'Union européenne sur les matières premières, c'est très précis, c'est très délicat. On vise un approvisionnement sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et la Chine ne fait que reproduire finalement ce modèle dominant. Eh ben, la Chine, elle a besoin de s'industrialiser ou de continuer, de prolonger son industrialisation. Elle va prendre les matières premières là où elle les trouve. Et les Africains, en réalité, nous n'avons pas réussi aujourd'hui. Et c'est là où vous voyez le lien extrêmement fort entre la représentation qu'on a de l'économie à travers les grands médias, à travers les grandes institutions de recherche, la recherche en économie, qui nous donne une idée fausse, en fait, de ce qu'est l'économie africaine et les capacités de réaction des économies africaines. Ce que nous faisons jusqu'à présent, nous, Africains, c'est que nous sommes réactifs. Nous disons, ah ben oui, nous ne voulons pas des APE, par exemple. Mais les APE, c'est des accords de partenariat économique avec l'Union européenne qui, en fait, créent un désarmement tarifaire de tous les côtés et qui, s'ils sont adoptés, permettront aux pays européens de déverser un certain nombre de produits industriels ou agricoles, notamment du poulet congelé en Afrique, et ça pourrait être effectivement un problème de fond. C'est considéré comme des accords dits de libre-échange, mais en réalité, à chaque fois, il faut décrypter le langage, parce que si on ne décrypte pas le langage, on répète en fait, encore une fois, le langage de la colonie. Ce ne sont pas des accords, puisqu'il n'y a que des désaccords dans ces histoires-là, mais comme nous sommes en situation asymétrique et que nous ne nous battons pas suffisamment pour en sortir, eh bien, on nous dit qu'on a des accords, alors que c'est par un ensemble de menaces et de rapports de force, en réalité, que ces droits de douane sont imposés aux Africains, en tout cas, le désarmement tarifaire. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est de dire, quand nous nous battons contre les APE, ça veut dire qu'on veut le système ancien. Mais le système ancien était déjà un système dans lequel nous n'avions pas vraiment voix au chapitre. Oui, mais en fait, il me semble quelque part que justement cette poussée démographique et le fait qu'il y ait beaucoup plus de bouches africaines à nourrir que jamais dans l'histoire pousse à réfléchir au transfert de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, vu qu'elle est extraction de matières premières agricoles et minières, elle est basse, alors que le nombre d'Africains s'est multiplié par 3 depuis les indépendances. Donc, est-ce que la nécessité faisant loi, il y aura pas une sorte de consensus mondial pour transférer justement une partie des industries vers l'Afrique? On peut imaginer par exemple que des filatures se créent au Mali pour le coton du Mali, que des industries chocolatières se créent en Côte d'Ivoire et au Ghana pour le cacao de ces pays, et quelque part ça renforcerait une classe moyenne et ça créerait justement un équilibre qui permettrait d'éviter le syndrome de l'invasion qui fait tant fantasmer. C'est un schéma un peu trop irénique, c'est un schéma un peu trop, j'ai envie de dire, convivial par rapport aux réalités industrielles de tous les jours. Le Japon n'a pas procédé ainsi, la Chine n'a pas procédé ainsi. Si la Chine se retrouve là où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'on a sous-estimé la capacité de la Chine à remonter les filières. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on accepte de jouer un jeu OMC avec la Chine parce que la Chine vendra des produits de bas de gamme. Sauf que la Chine, en multipliant les investissements éducatifs, c'est la première puissance quasiment en matière d'éducation. Et c'est une puissance qui produit aujourd'hui des brevets et tout ce qu'on peut imaginer dans le high-tech. Donc ils ont commencé par de la gamme moyenne, voire bas de gamme, et puis ils ont remonté la filière, ce qui n'avait pas été prévu. Donc c'est pas par un schéma, j'ai envie de dire, qui était tous gagnants ou un schéma convivial d'emblée. Donc la vraie question, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'être le satellite, d'avoir un aussi vaste continent qui ne soit qu'un satellite des pays industrialisés. Il doit produire ses propres stratégies. Et ces stratégies devraient être des stratégies qui n'étaient pas celles du 19e siècle ni du 20e siècle, parce que ce n'est plus le même modèle d'industrialisation, ce ne sont plus les mêmes générations d'industrie, et surtout, on a des contraintes environnementales aujourd'hui qui sont telles qu'on ne peut plus reproduire ni les mêmes activités, ni la même façon de produire. Alors, quelques pistes quand même de sortie de crise pour finir? Je dirais que c'est pas une sortie de crise, c'est vraiment une mutation civilisationnelle. Si nous n'investissons pas dans l'éducation et dans la recherche, ce n'est même pas la peine de commencer, on n'y arrivera pas. Donc il faut travailler bien évidemment sur remonter la valeur ajoutée, mais sur des filières qui partent
aussi bien de ce qu'on peut appeler les métiers traditionnels et culturels. Moi, je vois, par exemple, tous les savoirs endogènes qui existent en Afrique, qui sont des savoirs dans la pharmacopée, qui peuvent nous donner une nouvelle génération d'industries, de laboratoires, tout simplement, parce qu'il y a énormément de savoirs dans ce domaine-là. C'est totalement sous-utilisé. Je pense qu'il y a beaucoup à creuser dans les savoirs endogènes africains, qui soient beaucoup plus locaux, beaucoup plus solidaires, qui appartiennent vraiment à une écologie africaine, et non pas d'emblée se dire on va reproduire un modèle industriel. L'avenir, ce sera aussi des gens qui travailleront à réparer l'environnement. Vous savez, vous et moi, nous venons de régions où quand on coupait un arbre, vous savez, on demandait la permission à l'arbre. Et puis, on replantait l'arbre. C'est un imaginaire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue dans l'imaginaire économique que l'Afrique doit promouvoir. C'est un imaginaire que je qualifierais d'imaginaire de coprospérité. Homo bellicus, ça ne peut plus fonctionner. On va effondrer la Terre. Il faut passer, à mon avis, à ce que les Africains appellent Ubuntu, c'est-à-dire une vision du monde où je ne gagne pas seulement ce que l'autre perd, mais nous pouvons gagner tous ensemble. Et pour cela, il faudrait des gens qui portent cette vision, il faudrait des dirigeants visionnaires, et on n'en a pas beaucoup dans cette partie du monde, en tout cas, et je ne suis pas sûr qu'ailleurs ce soit mieux en ce moment. Alors, merci en tout cas pour les journalistes qui portent et les médias qui portent ce type d'idées, en tout cas qui nous donnent l'occasion d'en parler. Merci, Martial Zebelinga.